Ok, ça marche. Bonjour, donc je suis Sébastien Payan. Donc en fait, je suis directeur adjoint scientifique d'Aeris, donc le pôle de données chargé des données atmosphère au sein de Dataterra. Et je commence par remercier Anne et Isabelle de m'avoir fait un appel du pied pour venir participer à ces journées. Effectivement, c'est hyper intéressant. Je ne vais pas vous faire une présentation très technique parce que bon, ça s'appuie sur du travail scientifique que je ne fais pas moi, mais que font des collègues. Et du coup, je risquerais de dire des bêtises, d'une part. Et puis, l'idée, c'était aussi, finalement, je pense, de lancer un peu une réflexion autour de qu'est-ce qu'on pourrait faire en interpôle, ou en tout cas entre des domaines qui travaillent de manière séparée autour des données de l'urbain. Voilà, et du coup, l'idée c'était de s'appuyer sur une initiative qui s'appelle Panam, qui est un portail qu'on a créé au sein d'Aeris. Je vais vous expliquer rapidement un peu l'historique et comment on est arrivé là, et puis de proposer voilà, une réflexion autour de ce qu'on pourrait faire ensemble autour de ces données historiques. Pardon, de ces données autour de la ville. L'autre point aussi, je tiens à insister là-dessus, effectivement, Panam, c'est un portail qui traite de Paris, pour des raisons donc, je vais vous expliquer rapidement, mais bien évidemment, il ne faut pas s'arrêter à la ville parisienne. On a entendu ce matin qu'il n'y avait pas une ville, mais des villes, qu'effectivement, en fonction de plein de paramètres, on pourrait être amené à regarder cette ville autrement, notamment par exemple les villes côtières, le rôle de la mer ou de l'océan pourrait avoir, a un rôle important, par exemple, sur la qualité de l'air. Et donc du coup l'idée c'est vraiment de regarder ça, j'ai envie de dire à un niveau un peu macro, et essayer de regarder ça un petit peu ensemble. Voilà, donc je vous ai mis ici les PI scientifiques qui ont participé à la construction de Panam tel qu'il existe aujourd'hui, donc avec des collègues donc principalement en Île-de-France, puisqu'effectivement ça s'est joué autour de Paris, mais on a aussi des collègues de Toulouse, du CNRM, qui participent à cette activité. Voilà. Alors, l'historique. En fait, on a vu arriver via le comité scientifique d'Aeris un certain nombre de projets qui visaient à un moment donné, collecter des données sur la ville, des données atmosphériques, et en particulier sur Paris. Alors, je vous ai mis ici la liste des différents projets. Et du coup, on s'est dit au niveau du bureau exécutif qu'il y aurait peut-être un intérêt à mettre les gens autour de la table et à essayer de mutualiser un petit peu ce qu'on allait développer. Notamment, Aeris a une activité de campagne où là, on accompagne les scientifiques sur le terrain pour la collecte des données et la valorisation de ces données par la suite. Valorisation de la donnée qui passe souvent via un site web dédié avec des outils graphiques, etc., etc. Je vous montrerai quelques exemples. Donc l'idée, c'était de dire, mais pourquoi pas finalement collecter l'ensemble de ces données via les mêmes outils et via les mêmes développements. Et contre toute attente, la réponse des collègues a été plutôt positive. Et donc ça a donné en fait la structure que vous pouvez voir là autour d'un portail qui affiche un certain nombre de thématiques, qui est amené à grossir, puisqu'après on s'est dit mais oui, mais effectivement ce serait intéressant de collecter tel type de données, de les croiser ensemble, etc., etc. Et donc, avec des thématiques qu'on a déjà en partie couvertes dans ces journées, mais l'aspect émissions anthropogéniques ou biogéniques, les particules sur la ville, particules notamment ultra fines. Donc, en gros, tout ce qui peut toucher, on va dire, à la qualité de l'air. Mais il y a aussi tout ce qui va concerner la ville face au réchauffement climatique et aux évolutions climatiques, avec les îlots de chaleur. On en a aussi déjà parlé. Mais il y a la partie aussi simplement purement météo. Alors je mets purement entre guillemets, mais c'est aussi un élément important, avec une météo qui a tendance à évoluer, avec des épisodes cévenols comme on peut les connaître à Montpellier, ou etc., qui ont tendance à devenir de plus en plus intenses ou de plus en plus importantes. Des aspects aussi impact, au sens large du terme, et là on va aller plutôt du côté y compris un peu des sciences sociales, et des études plus interdisciplinaires autour de la santé, mais pas seulement, ça peut être autour de l'urbanisme, autour de la sociologie, autour du changement de comportement, etc., etc.
Donc voilà, en gros un assez gros potentiel qu'on a commencé donc à développer autour de nos données à nous, hein, et c'est déjà un chantier relativement important, hein, puisque là sur les 3 campagnes qui ont eu lieu en Île-de-France l'été dernier, 3 campagnes a priori distinctes, une plutôt orientée sur les îlots de chaleur, une autre plutôt sur les émissions biogéniques, donc notamment par la végétation, et une autre plutôt autour de la qualité de l'air au sens large du terme, et ben c'est un ensemble d'instruments, de données qui est déjà relativement fourni. Donc ici, voilà, j'ai fait juste un nuage de points avec l'ensemble des instruments, un autre avec les données qui sont mesurées. Et donc il y a déjà un gros boulot avant même de se dire on va aller croiser nos données ailleurs, déjà pour regarder cet ensemble de données de manière cohérente ensemble. Voilà. Donc ça passe par un catalogue. Alors je vous apprends sans doute pas grand-chose, mais le catalogue, c'est devenu quand même un peu la colonne vertébrale de notre travail autour de la donnée, puisque c'est ça qui va nous permettre de la trouver, de l'utiliser, etc. Donc c'est le premier pas autour de la férisation, hein, comme on appelle ça aujourd'hui. Donc en gros, on a un catalogue qui nous permet effectivement de sélectionner ou de trouver les données, déjà de les organiser entre elles, hein, par plateforme, mais ça peut être aussi par paramètres, etc., etc. Donc en renseignant les métadonnées, donc l'ensemble des données, on peut comme ça sélectionner un ensemble de données. Je veux les données sur Paris tel jour, autour de tel paramètre, par exemple. Voilà, donc ça c'est un travail, j'ai envie de dire, interne. Et puis aussi des outils de visualisation lorsque c'est probant. Ici vous avez des données LIDAR qui ont été mesurées, donc je pense que c'est au CIRTA, je ne voudrais pas dire d'ânerie, bon il y a la position, c'est marqué Paris. Et donc là typiquement c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'aller directement sur une visualisation de la donnée avant d'aller la télécharger par exemple, de manière à sélectionner le jeu de données qui va bien. Voilà. Donc, d'autres outils aussi peut-être un peu plus spécifiques, et là pour le coup on va tomber sur des outils un peu communs, mais qui consistent à plotter l'endroit où se sont fait les données sur une carte. Voilà. Ça paraît complètement évident, mais en gros aujourd'hui, chaque fois qu'on a une nouvelle campagne, voilà, on doit remettre en œuvre un petit peu ces outils-là. Donc l'idée c'est de faire des choses un peu génériques. Donc là typiquement c'est l'ensemble des points de mesure, des endroits où des mesures ont été effectuées pendant les différentes campagnes, donc sur Paris, avec des sites pérennes ou ce qu'on appelle des super sites, avec des mesures ponctuelles, etc., d'où le code couleur. Donc ça, c'est des outils qui doivent permettre à la fois aux scientifiques qui ont participé aux campagnes de gérer leurs données, mais aussi potentiellement à de futurs utilisateurs pour sélectionner les données pour de nouvelles études. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on prévoit de faire par la suite? Donc, comme je disais, pour l'instant, hein, je me place dans le contexte aéris, c'est-à-dire purement atmosphérique. Je reste chez moi dans ma discipline et je ne vous parle pas encore. Mais ça va venir, ça va être les slides suivants. Donc, on peut se dire, effectivement, il y a déjà un vrai challenge pour arriver à croiser les données en interne au niveau de cet ensemble de données, puisqu'on a des données de nature différente, y compris des données plutôt météo, des données de température, y compris de température de surface d'ailleurs, ou des données de chimie, d'aérosols, de nuages, etc. Des données autour de la hauteur de la couche limite. Donc déjà, croiser les données. Mettre en place des outils graphiques qui permettent justement le croisement de ces données. En gros, représenter avec des échelles qui vont bien, un choix graphique qui va bien ces données-là. Et puis, potentiellement, on commence à mettre en place des Jupyter Hub qui permettent à quelqu'un, justement, de charger son code, son propre code, un code Python, par exemple, et d'aller proposer des outils, justement, pour proposer des nouveaux produits, etc., etc., et surtout de partager aussi, potentiellement, ces outils-là avec d'autres collègues. Ensuite, on a une action pour essayer d'introduire, quand ce sera possible, des données citoyennes. Alors, données citoyennes au sens large du terme, ce n'est pas forcément des sciences participatives, hein, ça peut être par exemple des réseaux de mesure faits par des flottes de véhicules d'entreprise, faites par, je sais pas, les réseaux de transport, etc. etc. hein. Mais aujourd'hui, c'est un vrai challenge de pouvoir intégrer ce type de données dans notre système actuel.
Et puis, pourquoi pas des nouveaux portails, hein, comme on le disait, il n'y a pas qu'une ville, il y a potentiellement des villes. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à créer un portail par ville ou à créer un méga portail avec différentes villes dedans, etc. Donc tout ça, c'est une réflexion qui est en cours et pour lesquelles, je pense, une discussion justement avec vos communautés est intéressante. Voilà. Ensuite, il y a aussi s'inspirer de ce qu'on fait déjà. Ici, je vous ai présenté un exemple, c'est un volcan, justement, j'en parlais tout à l'heure. Mais ici, c'est le portail qui s'appelle Volcplume. On va coupler en gros des données d'émissions de volcans, des informations sur les éruptions volcaniques, avec des observations satellitaires, ici dioxyde de soufre. Et donc c'est un peu un mélange entre des données de terre interne, donc plutôt du pôle Formater, hein, au sein de Dataterra, et d'Airis. Voilà, donc l'idée c'est justement potentiellement d'utiliser ces outils-là, y compris spatial, hein, je vais y revenir juste après, je crois, voilà, pour venir apporter des compléments. Mon Dieu, 5 minutes. Donc je vais passer DataVis. Je vais dire 2 mots sur le spatial. Alors le spatial en atmosphère, on est très très loin des résolutions que vous avez au niveau des surfaces, hein. Je vous ai présenté ici une carte d'oxyde de carbone qui est mesurée par YASI, qui est un peu notre Rolls-Royce aujourd'hui de la mesure de gaz depuis l'espace, avec peut-être Tropomi, j'aurais pu mettre Tropomi qui est un petit peu meilleur en résolution, mais en gros le pixel de YASI c'est 12 km. Donc vous voyez, vous mettez 12 km, ça veut dire une mesure au-dessus de Paris, et encore quand ça passe au-dessus de Paris. Voilà, donc on est très loin des résolutions métriques ou hectométriques qu'on a avec les instruments spatiaux de surface. Mais par contre, ça a quand même un intérêt, c'est que ces instruments, ils nous permettent, par exemple, de discriminer ce qui peut venir de l'extérieur de la ville avec ce qui est émis au niveau de la ville. Voilà. Ou voire même regarder ce que la ville émet et transporte ailleurs. Donc ça, en termes de chimie, de pollution, d'aérosols, c'est quelque chose qui reste intéressant. Et donc il y a un intérêt à coupler effectivement ces informations avec des données très locales. Et donc ça pose la question de la descente en échelle. Alors avant ça, je vais peut-être montrer quand même ici effectivement les informations qui, elles, viennent plutôt de votre communauté, qui sont l'occupation des sols et qui peuvent être intégrés pour le coup à des études de terrain pour tenir compte justement de la nature précise des sols. Et ça, effectivement, c'est typiquement la communauté TEIA qui peut apporter ce type de document. Voilà, donc il y a toute une question autour de la descente en échelle, hein. Comment est-ce qu'on passe d'une donnée qui est kilométrique à quelque chose qui est plutôt métrique via les modèles, mais la question elle se pose aussi via l'observation. Et du coup, je pense que ça peut être un terrain de jeu intéressant sur certains aspects de ce que j'ai pu voir depuis hier et qui ont été discutés. Voilà, je vais passer les exemples que j'avais pris pour aller plutôt vers maintenant ce qu'on pourrait faire justement dans un cadre Dataterra autour de la ville. En tout cas, avec ma casquette atmosphéricien, hein, et dans le cadre de Paname. Hein. Ah j'ai pas fini la phrase. Les transparents fument encore. Hein. Mais en gros, est-ce que la solution, c'est pas simplement de se dire, mais en fait, chacun a des portails, les données sont interopérables, on n'a pas besoin de travailler ensemble, il suffit d'aller chercher les données dont on a besoin dans chacun des portails. C'est-à-dire, hop, je veux des données de température de surface à TEIA, je vais les chercher, point. Voilà, donc est-ce que c'est suffisant ou pas? Si c'est pas suffisant, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a des questions scientifiques inter- ou transdisciplinaires qui nécessitent effectivement un travail collectif. Et là, typiquement, on ne fera pas l'économie de réfléchir ou de co-construire ces questions scientifiques ensemble, et la question c'est du coup comment faire, notamment faire un travail commun sur le vocabulaire. Et quand je dis le vocabulaire, c'est y compris le vocabulaire sur la donnée. Alors on le fait au sein de Dataterra, hein, et via le projet Gaia Data notamment, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse tous de cette question-là parce que c'est important. Si je vous dis humidité, on va tous avoir des définitions différentes, on va tous avoir une représentation de cette grandeur différente, donc il faut arriver à définir un vocabulaire commun qui fasse qu'on puisse ensuite aller faire des recherches dans les bases de données. Après, il y a voilà, donc je disais, on ne fera pas l'économie d'un temps spécifique de réflexion autour de ça. Et puis, les produits des uns ne sont pas forcément les produits des autres.
en tout cas ne nous intéresse pas forcément directement. Et du coup, ça veut dire réfléchir peut-être à des produits spécifiques qui nous parlent, qui parlent à l'ensemble des personnes ou qui parlent même, pourquoi pas, à la société. Parce que souvent, c'est un retour de décideurs qui nous disent, mais nous, quand on va sur vos sites web, on n'y comprend rien du tout. Moi, je veux savoir si je peux acheter une maison dans tel coin parce que demain, est-ce que ce sera plus sec ou pas, et ils ne trouvent pas les infos. Voilà. Alors, du coup, effectivement, je vous ai remis ici l'ensemble des paramètres pour dire que c'est pas simple, mais qu'on peut y travailler collectivement. Et je vous avais mis ce petit schéma autour de la différence entre le travail interdisciplinaire et transdisciplinaire, que je trouve très bien. C'est une sociologue de Toulouse qui m'avait filé ce schéma-là, où effectivement, on voit bien la différence entre travailler séparément et après, on se rassemble autour de certains work packages dans des projets et le fait de vraiment co-construire, ça fait une grosse différence. Voilà, alors il y a un petit peu ce que j'appelle un alignement planétaire sur l'urbain. C'est-à-dire que si je regarde un peu différents éléments, notamment l'ensemble des infrastructures de recherche, que ce soit en atmosphère, en surface et même en océan, etc., pas les EQIEX, mais les EQIPEX, pardon, qui traitent indirectement ou directement de la ville. On voit qu'il y a un vrai intérêt. Ensuite, il y a un certain nombre de projets européens, Horizon ou via EOSC, c'est pas ASA, c'est ESA, décidément. Des projets spatiaux avec un des objectifs, c'est d'observer ou de documenter la ville. Et puis un certain nombre de prospectives aussi. Alors j'ai mentionné celle de la prospective transverse de l'INSU qui nous concerne tous. Je pense dans les personnes qui sont dans la salle, mais aussi celle plus récente aussi en atmosphère, ou encore celle de l'IRD avec notamment un certain nombre de défis. Il y en a un sur l'urbain. Voilà, plus un certain nombre de projets spécifiques au sein de l'INSU, l'INE, l'INHHS, etc. Il y a aussi l'amitié avec tout ce qui est transdisciplinaire. Bref, il y a quand même pas mal de feux verts sur l'urbain. Mais du coup, le risque, c'est qu'on voit plein d'initiatives autour de l'urbain portées par différentes structures, instituts, etc., qui dispersent un peu les moyens. Et je pense qu'on doit être attentif à essayer de se rassembler rapidement et un peu en amont pour essayer de faire un travail collectif autour de ces questions-là. Voilà. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vous ai mis mon adresse mail. Et n'hésitez pas à venir discuter sur ces questions. Voilà.